Ben, bonjour Luc. Salut Gilles. On est en début d'année, la Chambre des communes est réouverte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Écoute, nous autres, le Bloc, il y a des dossiers qu'on ne laissera jamais tomber. L'élection a fait en sorte de laisser derrière nous puis des projets de loi qui ont été mis à la poubelle. Fait qu'il faut revenir en force. Évidemment, avec Omicron, c'est sûr que ce qui s'impose à Ottawa présentement, c'est encore une fois la gestion de la pandémie. Par contre, il y a toujours du positif dans le négatif. On a eu des taux d'infection absolument phénoménal. Par contre, on disait au niveau de la santé publique dernièrement que 2 millions de Québécois approximativement avaient été infectés. De sorte que je pense qu'on peut commencer, comme le disait le Dr Weiss, une transition vers, j'appellerais ça, vivre avec. On appelle ça le stade endémique d'une pandémie. Donc, le virus qui reste là en permanence et avec lequel on doit développer des manières de faire pour vivre avec, sans pour autant tomber dans les restrictions strictes et les confinements totaux comme on a vécu. Donc, la gestion de la pandémie. Et là, bon, on a une situation particulière présentement à Ottawa. On voit parfois comment la manière de faire au Québec pourrait être calquée. À Ottawa, ils ont laissé aller. Puis là, ben, ça devient un peu difficile. Nous, on a demandé à plusieurs reprises que le premier ministre puis le gouvernement prennent ses responsabilités là-dessus. Les conservateurs aussi ont commencé à arrêter de faire des selfies avec les manifestants. Tu sais, manifester, c'est correct, là. On n'est pas en Union soviétique ni en Chine populaire. Hein? On est dans une société démocratique. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, quand c'est un siège, ça, c'est une autre chose. Et là, il y a des gens qui peuvent être des sympathisants même de leur cause, qui sont en train finalement de se faire affecter de façon inconsidérée. Là. Tu sais, il y a des commerçants autour là, qui étaient déjà pas très vivants, qui ont de la misère à arriver. Donc, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut faire la juste part des choses. Le message est passé. Tu sais, là, il y a des gens au niveau des ponts, au niveau de la frontière américaine, là, tu sais, qui recevront pas leurs matériaux, etc. Donc, je pense qu'il faut un dénouement rapide, là. Mais il faut que le gouvernement mette ses culottes, c'est lui qui est à la gouvernance. Il y a eu des rencontres entre les différents partis là-dessus. On est très proactif pour une solution rapide dans ce dossier-là. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est, tu sais, le variant Omicron, là, ça aurait pu être catastrophique. On est chanceux parce que la vaccination et le vaccin qu'on a actuellement est capable de contrer les effets sévères de la maladie. Mais tant qu'on n'aura pas été capable de vacciner l'ensemble de la planète, des variants Omicron, puis des crises comme on a vécu, ça pourrait revenir. De sorte qu'il ne faut pas juste vivre en vase clos, c'est un problème planétaire. Et là où les pays qui sont affectés présentement, c'est des pays en voie de développement, tu sais. Alors, on continue de voyager, on est interdépendants maintenant, donc il faut vacciner les gens. C'est la seule façon qu'on va être capable finalement de retrouver une vie la plus normale possible. Et on fait des efforts là-dessus pour que le gouvernement intensifie ses efforts à ce niveau-là. Parce qu'on va, tu sais, imagine-toi, Gilles, là, on se paye des vaccins là, à gros prix, là, on s'endette là, pour ça. Bravo, c'est correct, là, il faut le faire. Je veux dire, il y a des gens qui seraient morts s'il n'y avait pas eu une vaccination. Puis imagine le Omicron, aussi contagieux qu'il est, si ça avait été la première vague, là, alors qu'on ne savait pas trop comment, on n'avait pas de vaccin, pas d'antiviraux. Tu sais, là, on a des antiviraux qui vont apparaître, là. Donc, ça prend des tests rapides pour aller avec. Je ne sais pas si tu sais, là, mais on est bien placé pour donc vivre avec le virus, alors qu'il y a 2 ans, on n'avait pas de vaccination. Là, les gens sont davantage protégés. Ensuite, on a des antiviraux qui, s'ils sont administrés à l'intérieur de 5 jours, enlèvent les effets sévères.
On va sûrement régler la question des transferts en santé, qui est un must, comme on dit en chinois. Non, mais c'est parce qu'on a des mesures sanitaires qui limitent notre qualité de vie et notre vie à cause de la fragilité du réseau. Mais depuis 2 ans et demi, on ne fait rien pour pouvoir augmenter la robustesse du réseau. Et ça passe par de l'argent récurrent. Pas juste de l'argent conjoncturel à la crise, mais de l'argent structurellement investi pour que le Québec et les provinces rebâtissent leur réseau, agissent dès maintenant sur la robustesse du réseau. Parce qu'on sait très bien que se sortir de la pandémie actuellement, là, il y a des études qui commencent à sortir, ça pourrait prendre entre 7 et 10 ans du point de vue de la médecine, du point de vue des patients qui ont été délestés. Alors, c'est pas rien. Donc, ça, c'est une préoccupation qu'on a. Les transferts en santé, c'est probablement une des plus grandes batailles qu'on a à livrer entre le Québec, les provinces et le gouvernement fédéral. Il y a un front commun là, qui existe, là, qui dit « Redonnez-nous votre juste part ». C'était 50-50, on vous demande juste 35-65. Ça représente pour le Québec une entrée d'argent supplémentaire par année de 6 milliards et de la capacité en plus de couvrir les frais de système. Alors imagine ce qu'on pourrait faire de plus pour rebâtir notre réseau de santé avec ça. Il faut qu'ils investissent cet argent-là le plus rapidement possible. À chaque jour qui passe, à chaque semaine qui passe, à chaque mois qui passe, c'est des vies, c'est des patients, c'est des patients qui vont développer des cancers qui n'auront été pas traités. Ça va être un taux de mortalité plus grand et ça va être l'éclatement des coûts de système. Donc, d'un point de vue économique puis d'un point de vue médical, c'est aberrant de dire « je réglerai ça après la pandémie ». À part les transferts en santé, il y a toute la question des aînés, du pouvoir d'achat des aînés. On ne lâchera pas le morceau, là. Tu sais, je veux dire, je comprends pas pourquoi les libéraux s'entêtent à vouloir faire 2 classes d'aînés. Tu sais. Alors, dès 65 ans, il faut une augmentation de la pension de vieillesse. Et ça, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, d'autant plus que là, on voit avec la montée de l'inflation que le pouvoir d'achat des aînés, ben, il n'est pas indexé. Et donc, les gens s'appauvrissent davantage. Il y avait déjà un rattrapage. En 2015, on parlait de ça, qu'il y avait un rattrapage à faire. Ben, ça, on ne lâchera pas ce morceau-là. L'autre chose qu'on va faire aussi, c'est, et là, on a réussi, il y avait des aînés qui s'étaient vus couper leur SRG, là, et le gouvernement, à cause de nos pressions, nos questions, à la période de questions, tout ça, a dit « Ouais, ben OK, c'est vrai, c'est un réel problème. On va régler la question des aînés qui se voyaient leur SRG coupé parce qu'ils avaient reçu de la PCU, parce que, bon, ils étaient travailleurs à temps partiel, etc. Bon, bref, ça va se régler, sauf que le gouvernement n'a pas les moyens, dit-il, de régler ça, moyens informatiques de régler ça avant juillet. Donc, au moins, ça va être réglé. Il y a toute la question du projet de loi Émilie Sans Façon qui, dans le fond, à cause du déclenchement de l'élection, a été mis à poubelle. Ça, c'est les gens qui sont atteints de maladies sévères, cancer, qui, présentement, n'ont droit qu'à 15 semaines d'assurance emploi. Nous, on veut monter ça à 50 semaines. Le gouvernement disait en élection qu'il irait jusqu'à 26. Mais des fois, là, tu n'es même pas sorti de ton traitement que tu as déjà les gens qui te courent après pour recouvrer les créanciers, etc. Alors, tu as des dettes. C'est pas ça qui va te remettre en forme, là. Et si on ne change pas ça, on va avoir des gens là, qui vont tomber et qui vont faire faillite. C'est quand même pas normal que tu combats un cancer puis qu'en plus, tu es obligé de faire faillite. Ça n'a pas de bon sens. Tu as payé toute ta vie. C'est une assurance emploi. Tu payes pour le moment où tu en aurais besoin. Le gouvernement fédéral qui ne fait pas sa maudite part là-dedans, là, c'est les employeurs et les employés. C'est une caisse qui... Ben, il décide, lui, que non, il ne donne pas accès. Non, mais regarde, à un moment donné, ça va faire... On va mener cette bataille-là jusqu'au... On va représenter le projet de loi. Au niveau de nos agriculteurs, encore une fois, on est tenace, mais il faut continuer, parce que ça aussi, ça a été scrappé. Le projet de loi d'Yves Perron, là,
mon collègue de Berthier-Masquinongé, qui fait un excellent travail au niveau de l'agriculture comme porte-parole, ben, on a déposé un projet de loi, le Bloc, qui faisait que la gestion de l'offre était exclue des ententes au niveau du libre-échange, des prochaines et des futures. Et ben, les libéraux se sont arrangés pour pas qu'il revienne, ce projet de loi, pour qu'il soit voté, il a déclenché les élections. On va le représenter, puis je pense que cette fois-ci, on devrait avoir la majorité pour qu'il passe. Et entre-temps, ben, il va falloir que les agriculteurs les aient, le compensation. Alors, tu fais un compromis sur le dos des agriculteurs, les producteurs qui sont sous gestion de l'offre. Tu fais un compromis là-dessus. C'est souvent les producteurs du Québec qui écopent davantage. Tu promets des compensations, puis tu ne livres pas. Si à un moment donné, assez, c'est assez. Puis après ça, ben, on se demande pourquoi les gens dépriment, pourquoi on a de la difficulté à avoir de la relève au niveau agricole, etc. Les travailleurs étrangers temporaires, dans le dossier agricole, encore hier, j'avais un téléphone d'un de mes producteurs maraîchers. Imagine-toi encore une fois que le gouvernement n'est pas capable de livrer la marchandise. Il exige encore des études de marché pour voir si il va y avoir des gens ici qui pourraient prendre la place des travailleurs étrangers dans le champ. Ça fait des années qu'on n'en a pas. Et ceux qui se présentent, on les engage tout de suite. Mais les études, bien, ça prend du temps avant d'avoir les accréditations. Et c'est toute une paperasse administrative où on dit, gardez bien, là, quand ça va bien, quand les travailleurs reviennent à chaque année, l'employeur est content, les employés sont contents, les travailleurs étrangers sont contents. Pourquoi ne pas mettre tout ça sur 3 ans? T'sais? Les permis, les visas, les EIMT. Puis si tu veux vérifier si le marché a changé, puis si tout à coup tu as créé de la main-d'œuvre, puis qu'il y a des Québécois qui veulent faire la job dans le champ, ben tu le fais au moins aux 3 ans, tu sais, mais au moins ça donne une prévisibilité aux agriculteurs et aux producteurs, puis ça enlève des retards, parce que les asperges continuent à monter et à pousser, là, tu sais, même si tu n'as pas de travailleurs pour les ramasser. Puis donc, c'est fondamental au niveau d'assurer la sécurité alimentaire, surtout en temps de pandémie. Alors, il faut que le ministre de l'Immigration, il faut qu'au niveau du travail, les gens se parlent puis mettent en place ces mesures-là qu'on propose depuis 3 ans, qui disent oui, 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 puis que ça ne s'est pas fait encore, puis que nos producteurs, chaque année, ben, ils stressent pour être certains qu'ils vont avoir leurs travailleurs dans le champ au bon moment. Fait qu'on va être là pour les accompagner, sois certain, encore cette année. Écoute, ça fait depuis que je suis élu en 2015 qu'à chaque année, je me démène pour qu'on puisse livrer la marchandise. Alors, je ne suis pas tout seul, c'est pas rien que les députés du Bloc qui sont pris avec ça. Les problèmes d'assurance-emploi, imagine-toi que présentement, là, il y a tellement de retard à l'assurance-emploi qu'on est en février, bientôt en mars, puis ils sont en train de régler les cas du mois d'octobre. Pendant ce temps-là, les gens n'ont pas d'argent, là. Donc ça, il faut vraiment qu'on accélère le processus. Puis ici, au bureau, on travaille à accompagner les gens là-dessus. Puis, une chose que je n'ai pas discutée encore, mais qui est fondamentale, c'est le poids politique du Québec. Je ne sais pas si tu le sais, là. Mais ils veulent nous en enlever. Là, je parle du nombre de circonscriptions, du nombre de représentants du Québec à la Chambre des communes. Alors ça fera, là, parce qu'ils ont déjà fait ça à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, pour être certain que plus jamais le Bloc québécois puisse former l'opposition officielle. Donc, il avait augmenté énormément en Ontario le nombre de sièges, puis tout ça. Donc, ce qui détermine un gouvernement actuellement, puis majoritaire, c'est bien plus l'Ontario et le reste du Canada que le Québec. Mais c'est pas vrai qu'on va perdre au moins notre 25 % de représentation. Donc ça, on va se battre pour ça et on a déposé un projet de loi justement là-dessus pas plus tard que cette semaine. Et on va mener cette bataille-là. Donc c'est notre menu. Il y a beaucoup de batailles à mener. Tout ce que je viens de te dire, c'est des dossiers qu'on va remettre sur la table et qu'on va essayer de faire aboutir. Il y en a qui vont aboutir plus vite, d'ici juin. D'autres, comme le poids politique du Québec, ben, ça peut prendre un certain temps. Mais ça se peut qu'en juin, on soit settlé parce que c'est pour la prochaine élection.
Fait que, mais il ne faut pas se laisser faire là-dessus. Une fois que Élections Canada a pas mal, mis en place les balises, c'est très difficile de les faire revenir en arrière. T'sais. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire ces représentations-là. Puis, ben voilà. Ben, je te remercie beaucoup, Luc, puis on se revoit bientôt.